proposer donc la correction de l'exercice 7 sur l'équation électrolyse donc de deux couples. À l'état liquide, on a donc du chlorure de calcium, CaCl2, qui n'existe donc que sous forme d'ion avec Ca2+, CaS ce sont les couples, Cl2 à l'état gazeux et Cl-. On demande donc d'écrire l'équation de réaction de l'électrolyse. Donc déjà au premier abord, donc ce qu'il faut voir, c'est que donc si le CaCl2 existe à l'état liquide, donc par rapport à son équilibre, il existe donc avec le ion Ca2+, donc à l'état aqueux, plus 2 fois le ion Cl-, lui aussi à l'état aqueux. Donc ça va constituer finalement les réactifs qui vont servir à l'électrolyse. Comme on a donc l'électrolyse, ça signifie donc qu'on doit associer les éléments de couple qui sont donnés dans l'exercice. C'est-à-dire que le Ca2+, doit pouvoir donc donner donc du calcium Ca à l'état solide. Un élément calcium pour un élément calcium, donc la seule différence apparente, ce sont les charges. Comme on n'a rien dans les parties produits, donc avec le réducteur, et qu'on a une charge de plus sur l'oxydant, donc on doit donc échanger 2 électrons avec lui. L'élément dont on a besoin ensuite comme réactif, c'est du Cl-, donc on va voir Cl- ici, qui lui est en couple avec le Cl2. Mais le dichlore, le Cl2, à l'état gazeux, il fait partie donc de l'oxydant, c'est-à-dire que les électrons dont on a besoin vont se retrouver à droite. Comme on a donc 2 chlore pour 2 chlore, on va donc ici avoir 2 électrons à jouer avec les parties stoichiométriques. On a bien 2 électrons pour 2 électrons, ce qui permettrait donc dans la réaction de dire que l'échange est parfait. Et lorsqu'on va donc associer la réaction, on aura bien donc 2Ca, 2 plus pour le Ca, pardon, plus les 2 Cl- en électrolyse, à l'état aqueux, qui vont donner, alors comme on force la réaction, c'est une réaction totale, on récupère du calcium à l'état solide, plus du dichlore à l'état gazeux. À l'exercice 8, donc réaction aux électrodes, on propose une réaction d'électrolyse et on demande donc d'écrire les demi-équations électroniques mises en jeu avec les couples redox. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà identifier les espèces qui vont ensemble. Donc on a Cl- avec le Cl2. On a deux autres éléments, donc les ions fer3, qui vont avec les ions fer2. Si on cherche donc les demi-équations électroniques qui sont mises en jeu, donc on a fait tout à l'heure, donc Cl2, j'ai besoin de 2 éléments chlore, on va donc avoir 2 chlore ici, de coefficient stoichiométrique. La charge donc, totale, elle vaut 2- pour la partie gauche, si on devait écrire effectivement une équation. Et donc ici, comme je n'ai rien du tout, donc il faut une compensation des charges, donc on doit apporter 2 électrons. De l'autre côté, on a donc Fe3+, Fe2+, 1 pour 1, et donc la compensation ne fait que pour un seul électron. On retrouve bien donc la nécessité d'avoir le 2 devant le Fe2+, et le Fe3+, puisqu'on a donc un seul électron échangé dans le demi-équation électronique, et qu'on aurait besoin d'un deuxième ici. Ce qui veut dire que, pour ce qui est des couples redox maintenant à écrire, donc le fer est écrit dans le bon sens, vu qu'on est dans le sens de la réduction. Donc quand on écrit dans le sens de la réduction, ça veut dire qu'on a bien le Fe3+, oxydant, vers le Fe2+, réducteur. Par contre, la réaction avec l'élément chlore, elle est écrite dans le sens de l'oxydation. Comme écrit dans le sens de l'oxydation qui libère des électrons, ça signifie que le couple, c'est le Cl2 avec le Cl-. Alors on peut rajouter maintenant les états, on est à l'état gazeux, on a l'état aqueux et l'état aqueux. Alors l'exercice 9, un petit exercice pour calculer des charges électriques. Donc on a une charge électrique Q totale débitée durant donc le système d'électrolyse sur une solution de chlorure de sodium, donc une solution de sel, pendant 5 minutes avec un courant d'intensité de 25 mA. Sachant qu'il existe une relation entre l'intensité I qu'on nous donne, donc les 25 mA, la charge totale Q que l'on recherche, et le delta T, c'est-à-dire l'intervalle de temps pour lequel on a eu le débit. Comme nous on recherche la valeur de Q, donc on va avoir l'intensité que multiplie le delta T, à savoir qu'effectivement, ces variations de temps nous sont données en minutes, mais on doit les exprimer en secondes. Les intensités doivent être données en ampères, car le résultat des charges, lui, va s'exprimer en coulombs. Donc, si on fait bien le calcul numérique, on doit tomber donc avec du 25 10-3, vu qu'on est en milliampères. On doit multiplier par effectivement les 5 minutes, et chaque minute correspond donc à 60 secondes. On en a donc un débit de 7,5 coulombs. Alors, on va essayer de corriger l'exercice 10 sur la quantité d'électrons qui est transférée. Donc là, encore une fois, c'est un petit exercice qui permet de se familiariser avec les formules
dont on a besoin pour le cours d'électrolyse. La demi-équation électronique, donc à la cathode, c'est-à-dire qu'on va avoir une réduction, se fait donc avec le couple d'Al3+, donc à l'état aqueux, qui échange donc 3 électrons et qui donne aluminium solide. Écrit ainsi, on peut quand même considérer que même si c'est une demi-équation électronique, que cette demi-équation électronique aurait droit, elle aussi, donc d'avoir un tableau d'avancement. La raison pour laquelle on pourrait faire un tableau d'avancement, c'est qu'on va pouvoir donc déterminer, comme le demande la question, la quantité d'électrons qui est transférée Ne. C'est comme si finalement, à cette question, on demandait de calculer la quantité de matière d'électrons qui seraient joués ici. Alors, la différence, c'est que ces électrons ne sont pas là au départ, on les apporte donc dans le système, donc on les apporte au fur et à mesure donc, de la réaction dans l'avancement. Donc à l'état d'avancement, ici on aurait un nombre N, ici il n'y a rien au départ, et on n'a rien au départ, vu qu'on se considère l'état initial. Et dans l'état intermédiaire, eh bien, à chaque fois que j'ai un avancement X pour l'aluminium, alors on sait que l'aluminium en 3, lui, va disparaître d'un avancement, et bien donc ces 3 électrons, eux, doivent avancer. Alors ils avancent d'un coefficient 3, ils avancent aussi d'un coefficient donc, de proportionnalité stoichiométrique, avec donc l'avancement X de chaque espèce, puisque ces 3 électrons permettent d'avancer vers l'aluminium. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a donc le nombre d'électrons, la formule qu'on cherche à déterminer, c'est le nombre d'électrons qui est échangé que multiplie l'avancement X de la réaction. Et on reprend bien, donc si on trace ce tableau d'avancement ainsi que le nombre d'électrons, c'est bien les 3x, comme on l'a déterminé. Donc on va essayer de corriger l'exercice 12 sur l'identification d'électrodes. Donc l'électrolyse d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre, donc on a du Cu2+, et SO4 le tout en milieu aqueux, est réalisé dans un bécher avec 2 électrodes donc, de graphite. Donc, à savoir que les électrodes de graphite, ce sont des électrodes qui sont inertes, elles ne vont pas du tout réagir, elles servent de collecteurs d'électrons. Après quelques minutes, l'une des électrodes se couvre d'une couche de cuivre métallique, donc on va bien avoir une transformation entre Cu2+, et Cu, et de l'autre électrode est observé donc un dégagement gazeux de d'hydrogène. Si on prend donc déjà la lecture des questions, on va donc nous demander d'écrire les demi-équations électroniques aux électrodes, en sachant que les ions sulfate sont des ions spectateurs. Ions spectateurs, ça va signifier que les SO4 n'interviennent pas du tout dans l'écriture des demi-équations. On va nous demander de faire un schéma du montage, en précisant donc les bornes du générateur, le sens des électrons dans les fils. On va aussi nous demander donc le nom des électrodes et de représenter les transformations observées à chaque surface. Et enfin d'écrire donc l'équation de la réaction d'électrolyse. On donne les couples donc de Cu2+, Cu, donc du dioxygène O2, avec le couple, avec l'eau, H2O. Étant donné qu'on nous demande déjà de faire donc, le schéma, la meilleure solution pour ce type de résolution d'exercice, c'est de faire donc, le montage en schéma complet. On va donc avoir un bécher en représentation. Dans ce bécher, on a donc besoin de 2 électrodes. Alors on va les faire assez grandes puisqu'on va devoir représenter les transformations dessus. Voilà, on a 2 électrodes donc, de graphite. Le graphite, c'est du carbone pur. Hop, une électrode de graphite, une électrode de graphite. Ces 2 électrodes sont reliées entre elles avec un générateur. Donc le générateur, on va le représenter ici. Pour l'instant, on ne donne pas de sens. On ne sait pas encore dans quel sens on va donc avoir le déplacement d'électrons. On ne sait pas dans quel sens vont se déplacer les espèces du milieu aqueux. Tout ce qu'on sait, c'est que l'électrolyte, dans lequel plongent les 2 électrodes, donc l'électrolyte, c'est le liquide aqueux dans lequel il y a des espèces ioniques, il y a donc un échange où, à l'intérieur, des espèces qui sont en Cu2+, donc une espèce cationique, permet donc d'avoir un recouvrement donc de cuivre métallique. C'est-à-dire que dessus, si on recouvre de cuivre, on va donc avoir des atomes de Cu qui sont formés, qui s'agglutinent, et dans l'agglutination, on va avoir une pellicule de cuivre sur toute la surface immergée de l'électrode. De l'autre côté, on nous précise qu'on va donc avoir un dégagement gazeux donc de dioxygène. C'est-à-dire qu'à la surface de toute l'électrode, il y a des bulles de gaz qui remontent, chaque bulle de gaz représentant une molécule de dioxygène gazeux. Ce dioxygène gazeux, il provient donc du couple H2O. Donc, ce qui signifie qu'à l'intérieur, ce qui va nous intéresser, c'est le H2O par rapport à cette deuxième électrode. Quelles seraient donc les demi-équations électroniques qui seront mises en jeu? Donc, à la première question, on sait qu'il y a un échange de Cu2+,
milieu aqueux, qui doit devenir du Cu, donc sous forme d'atome solide. La demi-équation est équilibrée par rapport au couple, donc on n'a plus besoin maintenant de quotient stoichiométrique différent de 1, et la seule chose qui nous intéresse, c'est donc la conservation des charges. Donc le 2+, je vais le compenser avec 2 électrons, de manière à avoir un Cu, donc atome neutre. L'autre demi-équation qui est mise en jeu, c'est la formation de O2. Donc c'est-à-dire que le dioxygène doit se trouver partie produit, donc sur la droite, et il est en couple avec H2O. Donc le couple a été retourné. On n'écrit pas donc ce couple dans le sens d'une réduction, mais dans le sens d'une oxydation. Donc O2, ici donc il me manque un autre oxygène, donc je dois remettre un coefficient stoichiométrique 2. Comme j'apporte 2, eh bien en fait 2 fois la molécule d'eau, j'ai maintenant 4 hydrogènes mis en jeu, que je n'ai pas pour l'instant à droite, donc on va devoir compenser avec l'apport de 4 ions H+. Pas de charge pour H2O, pas de charge pour le dioxygène, donc le seul moyen de compenser les 4 plus qu'on a ici, c'est d'apporter donc 4 électrons pour le couple. Maintenant, on devrait en faire donc le schéma complet, avec le générateur, le sens des électrons. Si on sait que les électrons doivent être collectés auprès donc, des ions Cu2+, c'est-à-dire que des électrons doivent descendre à l'intérieur donc, de l'électrode de graphite de ce côté-ci, pour que, au contact de l'électrode, si on a 2 électrons de présents au contact du Cu2+, eh bien, il y a une transformation qui va s'opérer de fabrication du Cu. Et donc, si l'électrode de gauche, on a des électrons qui descendent, qui seraient fournis par le générateur, on aurait donc des électrons qui sont aspirés, qui sont captés par la seconde électrode. Donc, eux viennent depuis le milieu aqueux, donc depuis la molécule d'eau, remontent à travers l'électrone, et donc, les électrons se retrouvent à voyager dans ce sens, sur le circuit électrique dans les fils de connexion. Si les électrons donc, voyagent en partant de la borne gauche de mon générateur ainsi représenté, c'est que lui, c'est la borne négative. Les électrons qui reviennent au générateur, c'est la borne positive. Donc mon générateur, je peux compléter son schéma en le représentant avec la flèche, donc de gauche à droite, borne plus à gauche, borne plus à droite. On demande aussi le nom des électrodes. Donc comme le Cu2+, avec Cu, on a écrit donc dans ce sens-là que c'est une réaction qui subissait une réduction. Donc réduction, comme je commence par une consonne, ceci, ça correspond donc à ma cathode. De l'autre côté, on avait écrit que cette réaction entre le couple H2O et O2, ça s'écrit dans le sens de l'oxydation. Eh bien, l'oxydation, vu qu'elle commence par une voyelle, on arrive à retenir que cette électrode, c'est ce qu'on appelle l'anode. Écrivons ensuite donc l'équation de la réaction de l'électrolyse. On fait donc le bilan des 2 couples mis en jeu. La seule différence que le deuxième couple demande un échange de 4 électrons et le premier en demande un échange de 2. Ce qui signifie que la première équation électronique doit être multipliée par 2, de manière à avoir 4 électrons échangés entre chaque couple. Comme ça, donc on a une égalité parfaite. Comme on a mis un coefficient stoichiométrique 2, au bilan, on a donc 2 Cu2+, qui tombe dans le milieu aqueux, plus 2 molécules d'eau, à l'état liquide, vont donner, donc en réaction totale, puisqu'on force la réaction à emprunter un chemin qui n'est pas naturel, à donc fabriquer 2 atomes de cuivre à l'état solide, plus une molécule de dioxygène à l'état gazeux, et on a aussi donc les 4 ions H+, au milieu aqueux. Ce qui veut dire qu'en plus de fabriquer du Cu et du O2, on va aussi donc fabriquer donc du H+, c'est-à-dire que le milieu va devenir de plus en plus acide. Alors, correction donc de l'exercice 16 sur la quantité d'électrons qui étaient échangés. Donc pour déposer une couche d'argent métallique sur un objet, l'électrolyse d'une solution aqueuse de nitrate d'argent, donc Ag+, et NO3-, de concentration en ion argent à 2,010-2 mol par litre, peut être réalisée. L'objet à recouvrir est placé donc à la cathode, donc il va subir une réduction, et l'intensité du courant est maintenue constante à 120 mA durant 15 minutes. Donc c'est le type de réaction qu'on utilise pour faire des bijoux plaqués argent. On prend un métal pauvre qu'on va tremper dans une solution aqueuse et en fait on va avoir un recouvrement métallique lorsqu'on va le relier à la cathode. Écrire donc la demi-équation de la transformation qui a lieu. En ayant donc les données pour le couple Ag plus Ag, ça signifie que donc le ion argent Ag+, qui est en milieu aqueux, doit devenir l'atome d'argent solide,
un atome d'argent pour un atome d'argent, une charge plus, pas du tout de charge à droite, donc la seule compensation, c'est l'échange d'un seul électron entre les deux espèces. On demande de calculer la charge électrique qui parcourt donc l'électrolyseur durant l'expérience. On sait qu'une charge électrique, elle est reliée donc avec la valeur de l'intensité I, moyennant donc l'intervalle de temps ΔT pour lequel on a donc l'application de l'électrolyseur. On cherche donc la valeur de Q, c'est-à-dire que Q est égal à I fois ΔT. Si on rentre correctement les valeurs, donc on a 120, alors 120 c'est en 1000 ampères, donc ça doit 120, 10-3. On doit le multiplier par le temps, c'est-à-dire 15 minutes, mais chaque minute doit être multipliée par les 60 secondes, vu qu'on exprime toutes les unités avec donc les ampères et des secondes. Comme ça, à la fin, Q va donc nous donner une valeur de 108 coulombs, car c'est l'unité qui est donnée pour les charges électriques. Question 3, on demande d'en déduire la quantité d'électrons qui est échangée à la cathode. L'autre information, c'est ce qu'on appelle la constante de Faraday, qui donc s'exprime en coulombs par mol. La relation qui va relier les charges Q avec la constante de Faraday, F, c'est justement cette quantité d'électrons, ce Ne, donc une espèce de quantité de matière d'électrons qui sera mise en jeu. Vu que nous on cherche l'information de Ne, on va donc avoir simplement à faire Q divisé par F. Sans se tromper sur les valeurs de puissance, on tombe sur une valeur qui vaut 1,12, voyons on l'arrondit, 10-3 mol. Alors on va essayer de corriger l'exercice 26 sur l'étamage d'une canette. Donc l'étamage consiste à déposer une couche d'étain, donc un métal, SN, sur une surface métallique. Donc beaucoup de canettes de soda sont en fer blanc, c'est-à-dire que l'acier est recouvert d'étain à l'intérieur et à l'extérieur. Ce recouvrement peut être fait par électrolyse dans une solution de sulfate d'étain acidifié. On a un courant d'application I qui vaut 5 ampères. L'une des électrodes est en étain, l'autre est constituée d'une plaque de fer rectangulaire. Donc on aurait une électrode de fer et on aurait une électrode d'étain SN. Cette plaque de fer d'acier rectangulaire, elle sert à réaliser la canette. Donc deux corps qui vaut une longueur de 21 cm et de largeur 11 cm. On veut que la couche d'étain qui va recouvrir la plaque de fer soit d'une épaisseur de 30 micromètres. On a donc une électrolyse qui va durer un peu moins d'1 heure. Donc préciser le rôle de la plaque d'acier. Donc la plaque d'acier, plaque de fer, puisque c'est celle qui va se recouvrir d'étain, et que au départ on a une solution avec de l'étain aqueux, SN2+, qui doit devenir de l'étain SN à l'état solide. Donc cette espèce doit subir une réduction. Donc comme elle subit une réduction, on peut compléter sa demi-équation électronique avec 2 électrons manquants. Et bien en fait cette réduction, elle implique que l'électrode d'acier est ce qu'on appelle la cathode. Ensuite il faut calculer, c'est la surface d'acier à étamer. Donc la plaque d'acier va avoir pour dimension, on a dit tout à l'heure 21 cm, sur une largeur qui en fait 11. Comme on doit faire le recouvrement sur la partie intérieure et extérieure, donc la surface qu'on va calculer, par la suite elle sera à multiplier par 2. Donc la surface c'est bien longueur fois largeur. Donc nous on va avoir besoin au total de la surface à étamer de 2 fois S, donc moyennant le calcul, avec le changement de puissance pour les centimètres en mètres, on obtient une surface qui fait 4,62 10 puissance moins 2 mètres carrés, puisqu'on parle bien d'une surface. On doit déterminer la masse d'étain à déposer sur la boîte. Donc on sait que l'étain va avoir une épaisseur de 30 micromètres par rapport à notre surface, ce qui veut dire qu'on va pouvoir calculer son volume. Donc le volume d'étain, ça va correspondre à la surface totale qui sera utilisée à étamer et multipliée par la surface E. On va avoir une surface multipliée par l'épaisseur qui amène à un volume de 1,386 10 puissance moins 6 mètres cubes. Ça c'est le volume qu'on doit utiliser, et puisqu'on doit en déterminer une masse, le moyen c'est de relier, et on a la masse volumique de l'étain,
la masse volumique, masse, volume. Donc, on recherche la masse, donc on échange numérateur et dénominateur, et donc la masse d'étain qui va donc être déposée sur la plaque d'acier. Donc on obtient une masse de 1,02 10 puissance moins 8 grammes. Vérifier l'ordre de grandeur de la durée de l'électrolyse. Donc l'intensité, la quantité d'électrons de charge échangée par rapport au delta T. Donc vérifier donc l'ordre de grandeur, c'est le delta T qui vaut donc Q sur l'intensité I. La quantité donc de charge, c'est Ne fois F divisé par I. Et ce Ne, il est aussi fonction de l'avancement de la réaction. Donc on a échangé 2 électrons. Donc 2 électrons fois X l'avancement de la réaction, fois la constante de Faraday, et l'intensité qui est donc appliquée. Or, pour calculer cet avancement X, vu que nous on a déterminé une masse, il faut donc reprendre la formule de la quantité de matière, c'est-à-dire que petit m sur grand M, pour la masse divisée par la masse molaire, ce qui amènerait donc un avancement de 8,52 10 puissance moins 11 mol. Et si on réinjecte ça dans le calcul pour l'intervalle de temps, on obtient donc 3,29 10 puissance 1 de 3 secondes, ce qui fait approximativement 55,3 minutes. Et on retrouve bien donc le fait qu'on soit un peu moins d'une heure d'application. Alors bien sûr, la difficulté ici, c'est le changement donc des unités par rapport au volume, puisqu'on a donc une masse volumique par rapport à des centimètres cubes. Donc on est en mesure de faire les calculs avec des mètres carrés, donc si on passe avec les centimètres carrés, donc on a un changement d'unité, on trouve donc les 4,62 10 puissance plus 2. Les 10 puissance moins 6 mètres cubes reconvertis en centimètres cubes pour le calcul, on va donc avoir le 10 puissance moins 6 qui va disparaître, étant donné que c'est juste le changement d'unité. Et ce 10 puissance moins 6, il va se réimpacter donc par rapport à la quantité donc en grammes et au volume calculé. Donc on est donc bien à 1,02 10 puissance 2 grammes. Et donc en découlant le calcul, on retrouve bien donc effectivement les 55 minutes.